Imaginez un matin comme un autre dans le détroit d'Ormuz, quand soudain, les écrans radars d'un destroyer américain de classe Harley-Burke se remplissent de dizaines de points lumineux, convergent à toute vitesse vers le flanc du navire. En quelques secondes, l'officier de quart comprend que ce n'est pas une erreur technique ni un banc de poissons, mais une volée de missiles et de drones qui viennent de changer le cours de l'histoire. Ce jour-là, le monde entier a retenu son souffle, car personne ne savait si ces premières flammes allaient éclairer une escarmouche locale ou le début de la Troisième Guerre mondiale. Tout a commencé 48 heures plus tôt, loin des caméras et des gros titres, dans les eaux troubles du nord du golfe Persique. Un pétrolier battant pavillon américain, chargé de 150 000 tonnes de brut, avançait lentement à 15 nœuds au large de l'île d'Abu Moussa, ce confetti territorial que l'Iran a transformé en forteresse avancée. Aux premières lueurs de l'aube, 10 vedettes rapides des gardiens de la révolution islamique ont encerclé le navire avec une coordination chirurgicale. Les bateaux, de type Boghamar et Peykap, filaient à plus de 55 nœuds, traçant des écumes blanches sur l'eau grise. Avant que l'équipage du pétrolier ne puisse émettre un signal de détresse, des hommes armés étaient déjà à bord. 23 marins civils ont été capturés et transférés sur le continent iranien. Le message de Téhéran était clair, mais le président des États-Unis ne l'a pas lu comme une simple provocation. Il y a vu un acte de guerre ouvert. Dans les heures qui ont suivi, la situation room de la Maison-Blanche s'est remplie de visages graves. Le président américain, entouré du secrétaire à la Défense, du président des chefs d'état-major interarmés et des directeurs des renseignements, écoutait en silence les options militaires présentées sur un écran géant. L'ambiance était lourde, presque suffocante. On pensait aux heures les plus sombres de la guerre froide, quand Kennedy et Khrouchtchev s'étaient fixés au-dessus de Cuba, chacun attendant que l'autre oscille. Sauf que cette fois, l'adversaire n'était pas une superpuissance nucléaire dotée d'une doctrine de dissuasion rationnelle, mais un régime qui avait passé 40 ans à construire une architecture de guerre asymétrique, pensée pour briser la volonté d'un ennemi supérieur en technologie. La décision a été prise en moins de 3 heures. À 4 heures du matin, heure locale, une salve de 40 missiles de croisière Tomahawk a été lancée depuis 2 sous-marins nucléaires d'attaque de classe Virginia, positionnés silencieusement dans le golfe d'Oman. Les missiles ont contourné les défenses iraniennes en suivant le terrain à très basse altitude, franchissant les montagnes du Zagros avant de frapper 3 cibles principales: le complexe d'enrichissement d'uranium de Natanz, la base navale des Pasdaran à Boucher et un centre de commandement souterrain près de Bandar Abbas. Les images satellites, analysées quelques heures plus tard par le National Geospatial Intelligence Agency, ont confirmé des dégâts considérés comme majeurs. À Natanz, plusieurs cascades de centrifugeuses ont été détruites, retardant le programme nucléaire iranien de plusieurs mois, sinon davantage. À Boucher, des installations logistiques ont été rasées, tuant au moins 47 gardiens révolutionnaires. Mais le centre de commandement de Bandar Abbas, enfoui à 80 mètres sous la roche, a survécu. C'est de là que l'Iran a lancé sa riposte. La réaction de Téhéran a été immédiate et proportionnelle, non pas en intensité, mais en symbolique. L'Iran a annoncé la fermeture totale du détroit d'Ormuz, ce goulot d'étranglement par lequel transite un 1/5 du pétrole mondial. Les marchés ont immédiatement paniqué. Le baril de Brent a bondi de 38 $ en une seule séance, atteignant un record historique. Les bourses asiatiques se sont effondrées, Tokyo perdant 7%, Singapour 6%. À New York, le Dow Jones a ouvert en chute libre de 1200 points. Les téléphones des dirigeants mondiaux n'arrêtaient pas de sonner. Le secrétaire général de l'ONU a convoqué une réunion d'urgence du Conseil de sécurité. La Russie a dénoncé une agression américaine qualifiée d'acte de piraterie d'État. La Chine, dépendante du pétrole du Golfe pour 40% de ses importations, a publié un communiqué ambigu, appelant à la retenue tout en acheminant discrètement 3 navires de guerre vers le port pakistanais de Gwadar. Mais sur le terrain, les mots ne comptaient plus. L'Iran a déversé sur la 5e flotte américaine un arsenal préparé pendant des décennies. Dans le ciel du golfe Persique,
une vague de 120 drones Shahed 136 a été lancée depuis des rampes mobiles disséminées dans les montagnes côtières du Hormozgan. Ces drones, lents mais bon marché, coûtant à peine 20 000 $ l'unité, volaient en essaim compact, à basse altitude, saturant les défenses aériennes. Sur le pont du USS Gravely, un destroyer Harley Burke, l'équipage a engagé ses systèmes Aegis, tirant salve après salve de missiles SM-2, chacun coûtant 2 millions de $. Le paradoxe était cruel. L'Amérique dépensait des millions pour abattre des engins qui valaient moins qu'une voiture d'occasion. Et certains sont passés. 2 Shahed 136 ont touché la superstructure du USS Gravely, causant un incendie qui a mis hors service le système radar SPI-1 pendant 45 minutes cruciales. Pendant ce temps, 8 missiles antinavires de type Khaybar-Shekan, balistiques et manœuvrables, ont été tirés depuis des lanceurs mobiles dissimulés dans des tunnels creusés dans le relief côtier. 3 ont été interceptés par les batteries Patriot déployées à bord des navires et sur les bases de la région. Un a été détruit par un F-35 Lightning II qui a réussi à le verrouiller dans sa phase terminale. Mais 4 ont atteint leur objectif. 2 ont frappé le USS Bataan, un navire d'assaut amphibie, provoquant une explosion massive dans le pont d'envol et tuant 31 marins. Les 2 autres ont endommagé gravement un ravitailleur de flotte, le USNS Big Horn, qui a commencé à prendre une gîte inquiétante avant d'être évacué. Au total, en cette première journée de combat, les États-Unis ont perdu 67 marines et marins, un navire d'assaut amphibie partiellement détruit, un ravitailleur coulé et 2 destroyers endommagés. Avez-vous déjà essayé d'imaginer ce que ressent un amiral américain formé pendant 30 ans à la doctrine de suprématie navale absolue quand il voit ses écrans se vider un par un de ses navires pendant que des drones à 20 000 $ percent ses défenses? Comment auriez-vous réagi, vous, devant ces radars, en sachant que chaque missile que vous tirez coûte 100 fois plus cher que la cible qu'il poursuit? Dans le même temps, sous la surface, la guerre silencieuse faisait rage. Le USS Minnesota, un sous-marin de classe Virginia, s'était infiltré dans le golfe Persique bien avant le déclenchement des hostilités, profitant d'un passage connu des services de renseignement entre les champs de mines iraniens. À 200 mètres de profondeur, l'équipage écoutait les bruits de la bataille au-dessus d'eux, impuissants et invisibles. Quand l'ordre est venu de Téhéran de lancer les vedettes rapides kamikazes, le Minnesota a reçu l'autorisation d'engager. En 40 minutes, 3 torpilles Mk-48 ont été tirées contre 2 frégates iraniennes de classe Alvan qui escortaient une flottille de bateaux suicides. Les 2 navires ont coulé en moins de 10 minutes, emportant avec eux 89 marins iraniens. Mais le sous-marin n'a pas pu empêcher le pire. Au large de Fujairah, 12 vedettes kamikazes de type Boghamar modifié, chargées d'explosifs et filant à 60 nœuds, ont pris en chasse le USS Meacher. Le destroyer a tiré ses canons de 127 mm. Son système Phalanx à tir rapide a haché 3 bateaux à 800 mètres, mais 5 ont réussi à percuter la coque. Les explosions ont déchiré le navire sur 40 mètres de long. Le USS Meacher a survécu, mais 14 marins ont été tués et 39 blessés. Le navire a dû être remorqué jusqu'à Bahreïn, laissant une traînée de carburant et de fumée noire sur l'eau. Dans le ciel, les F-18 Super Hornet du USS Gerald R. Ford, un porte-avions de classe Nimitz positionné dans le golfe d'Oman, menaient des missions de supériorité aérienne. Mais l'Iran n'a pas cherché à envoyer ses vieux F-4 Phantom ou ses MiG-29 au combat. Au lieu de cela, les Padaran ont activé leur système de défense aérien Bavar 373, un système mobile conçu pour intercepter des cibles furtives. 2 F-18 ont été abattus au-dessus du détroit, leurs pilotes éjectés et récupérés par des hélicoptères de combat. Un F-35, en mission de reconnaissance à très haute altitude, a été endommagé par un fragment de missile à longue portée et a dû atterrir en urgence à Al-Dhafra, aux Émirats arabes unis. Pour la première fois depuis la guerre du Vietnam,
L'aviation américaine perdait des avions au combat face à une défense aérienne intégrée. Pendant ce temps, la guerre invisible se déroulait dans les câbles et les fréquences. Le Cyber Command américain a lancé une opération de grande envergure contre l'infrastructure électrique iranienne, injectant des malwares dans les systèmes SCADA des centrales électriques de Téhéran, d'Ispahan et de Shiraz. La moitié de la capitale iranienne s'est retrouvée dans le noir pendant 6 heures, les hôpitaux fonctionnant sur générateurs, les communications cellulaires coupées par intermittence. Mais l'Iran a riposté dans le cyberespace avec une efficacité redoutable. Des hackers liés au corps des gardiens de la Révolution ont réussi à brouiller temporairement les communications de 3 satellites de communication militaire américains, créant des fenêtres de silence radio au-dessus du Golfe pendant lesquelles les pilotes américains ne pouvaient plus recevoir leurs ordres. Pendant ces minutes interminables, des jeunes de 25 ans, assis dans des cockpits à 12 000 mètres d'altitude, devaient prendre des décisions de vie ou de mort sans contact avec leur commandement. Dans les villes, c'était l'horreur absolue. À Téhéran, les familles se précipitaient vers les sorties de la ville, créant des embouteillages monstrueux sur l'autoroute vers le nord. Les stations-service étaient à sec, les supermarchés vidés en quelques heures. Les mères serraient leurs enfants dans les bras en entendant les sirènes d'alerte aérienne pour la première fois de leur vie. À Bandar Abbas, ville portuaire directement exposée aux frappes, 80 000 personnes ont été évacuées en moins de 12 heures. Les routes côtières transformées en rivières de véhicules et de piétons filant vers l'intérieur des terres. Aux États-Unis, l'angoisse était différente, mais tout aussi palpable. Les familles de militaires déployés dans le Golfe regardaient les informations en boucle, les téléphones à la main, attendant un appel, un message, n'importe quel signe. Le président a ordonné la mise en garde avancée de 12 000 réservistes et le déploiement immédiat d'un deuxième groupe aéronaval, le USS Dwight D. Eisenhower, vers le golfe d'Oman. Dans le bunker souterrain du commandement central iranien, sous les montagnes du nord de Téhéran, le guide suprême regardait les mêmes écrans que son adversaire américain, mais avec une perspective radicalement différente. Les généraux lui présentaient les pertes. 2 frégates coulées, 4 vedettes détruites, 127 gardiens révolutionnaires tués, les infrastructures de Natanz gravement endommagées. Mais il lui montrait aussi les succès. Un navire d'assaut amphibie américain mis hors de combat, un destroyer endommagé, 67 marines américains tués. Pour un régime qui considère le martyre comme une stratégie nationale, ces chiffres représentaient une victoire de légitimité. L'Iran avait frappé l'hydre américaine et lui avait fait saigner. Mais le guide suprême savait que la prochaine décision pourrait être la dernière. S'il ordonnait de lancer des missiles sur Israël, comme ses alliés du Hezbollah le pressaient de faire depuis Beyrouth, la guerre deviendrait régionale, puis mondiale. Israël répondrait. La Syrie et le Yémen entreraient dans la danse. Et la Russie, déjà présente en Syrie, ne pourrait peut-être pas rester neutre. Qui est véritablement responsable d'une telle catastrophe? Est-ce l'agresseur qui provoque en saisissant un navire dans des eaux contestées? Ou la puissance qui répond par une frappe stratégique sur des installations nucléaires? Quand 2 nations décident que leur fierté vaut plus que la vie de leurs citoyens, la notion même de culpabilité ne devient-elle pas un luxe que personne ne peut plus se permettre? Au Pentagone, l'atmosphère était électrique. Le président des chefs d'état-major interarmés, un général 4 étoiles aux tempes grises, qui avait survécu à 2 tours en Irak et 1 en Afghanistan, présentait au président les options pour la phase suivante. On pouvait intensifier les frappes sur les sites nucléaires restants, viser les centres de commandement à Téhéran même, ou tenter un blocus naval total. Chaque option avait un prix. Frapper Téhéran signifiait risquer une riposte sur Israël et sur les bases américaines au Qatar, à Bahreïn et aux Émirats. Un blocus naval prolongé signifiait une crise économique mondiale durable, avec un pétrole à $200 le baril et des récessions en chaîne. Le président, assis au bout de la table en acajou, les yeux cernés par 2 nuits sans sommeil, a demandé une chose que personne n'avait prévue: un canal de communication direct avec Téhéran. L'appel a duré 22 minutes.
Aucun compte-rendu officiel n'a jamais été publié, mais selon des sources proches du dossier, le président américain a dit quelque chose de simple. « Nous pouvons détruire votre pays et vous pouvez faire couler le sang de nos garçons, mais à la fin, il ne restera que des ruines et des veuves. » De l'autre côté de la ligne, le guide suprême aurait répondu que son peuple acceptait les ruines plutôt que l'humiliation. C'est cette phrase, plus que toutes les salves de missiles, qui a glacé le sang dans la situation Room. Car elle signifiait que la dissuasion, ce pilier de la stratégie américaine depuis 1945, ne fonctionnait pas contre cet adversaire. On ne peut pas dissuader quelqu'un qui accepte la destruction. Les jours suivants ont été un mélange de chaos et de calculs. Le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu 7 réunions en 72 heures sans parvenir à un accord. La Russie a opposé son veto à toute résolution condamnant l'Iran. La Chine a proposé un plan de paix à 4 points que les États-Unis ont rejeté, le jugeant équivalent à une capitulation. La France, par la voix de son président, a appelé à un cessez-le-feu immédiat et a envoyé son ministre des Affaires étrangères à Oman, pays qui sert traditionnellement de médiateur entre Téhéran et Washington. Mais sur le terrain, les frappes continuaient. Le 3e jour, les États-Unis ont lancé une nouvelle vague de Tomahawk, cette fois contre les batteries de défense aérienne bavards 373 et les sites de lancement de missiles balistiques dans les montagnes du Zagros. 14 sites ont été visés, 9 ont été détruits. Mais les lanceurs mobiles, montés sur camions et dissimulés dans des tunnels creusés dans la roche, ont survécu. L'Iran a répondu en tirant 6 missiles Khaybar-Shekan contre la base aérienne d'Al-Udeid au Qatar, où sont stationnés 10 000 soldats américains. Les systèmes Patriot ont intercepté 4 des 6 missiles. Les 2 autres ont touché la piste d'atterrissage et un hangar de maintenance, tuant 8 soldats et blessant 23. C'était la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale qu'une base américaine au Moyen-Orient était directement frappée par un missile balistique. Le 4e jour, un événement presque oublié des médias occidentaux a failli faire basculer la situation. Un avion de ligne civile, un Airbus A320 de la Qatar Airways, transportant 186 passagers, a été aperçu par les radars iraniens alors qu'il survolait le golfe Persique à destination de Doha. Dans la confusion de la bataille, un opérateur de défense aérienne iranien, voyant un signal non identifié à haute altitude, a failli ouvrir le feu. Ce n'est que l'intervention manuelle d'un officier supérieur, qui a reconnu le transpondeur civil, qui a évité un autre vol 655, cette tragédie de 1988 où l'USS Vincennes avait abattu un avion de ligne iranien, tuant 290 civils. L'histoire a un goût amer de répétition, et ceux qui se souviennent de ce jour de juillet 1988 savent que les erreurs techniques dans les moments de tension peuvent tuer plus efficacement que les intentions les plus noires. Le 5e jour, les 2 camps étaient épuisés. L'Iran avait tiré plus de 300 drones et 40 missiles balistiques. Ces stocks s'amenuisaient, mais ces tunnels dans le Zagros regorgeaient encore de réserves préparées pour ce moment précis. Les États-Unis avaient perdu un navire d'assaut amphibie gravement endommagé, un destroyer mis hors combat, un ravitailleur coulé, 3 avions de chasse abattus et 89 militaires tués. L'Iran avait perdu 2 frégates, 14 vedettes rapides, 9 sites de défense aérienne, des portions de son programme nucléaire et plus de 300 militaires tués. Mais au-delà des chiffres, c'est l'économie mondiale qui saignait. Le prix du pétrole stabilisé à 175 $ le baril, les chaînes d'approvisionnement paralysées, les compagnies maritimes refusant d'envoyer leurs navires dans le Golfe. L'Arabie Saoudite, silencieuse depuis le début, a commencé à augmenter sa production pour compenser. Mais cela ne suffisait pas. Le Japon, l'Inde et la Corée du Sud, tous dépendants du brut du Golfe, ont convoqué des réunions d'urgence de leur Conseil de sécurité nationale. Le 6e jour, un cessez-le-feu temporaire a été négocié par Oman et la Suisse, qui représentent les intérêts américains à Téhéran. Il devait durer 48 heures pour permettre l'évacuation des blessés et la livraison de l'aide humanitaire.
Mais personne n'y croyait vraiment. Dans les couloirs du pouvoir, à Washington comme à Téhéran, les planificateurs militaires préparaient déjà la phase suivante. L'Amérique envisageait l'envoi de 35 000 soldats supplémentaires et le déploiement d'un troisième groupe aéronaval. L'Iran, de son côté, activait ses proxys. Le Hezbollah au Liban a mis ses forces en alerte maximale. Les Houthis au Yémen ont menacé de fermer le détroit de Bab el-Mandeb. Et les milices chiites en Irak ont commencé à viser les bases américaines restantes avec des roquettes. Peut-on vraiment parler de victoire dans une guerre où le vainqueur perd sa crédibilité économique et le vaincu garde sa fierté intacte? Les États-Unis peuvent-ils gagner une guerre de cette nature, ou est-ce un nouveau Vietnam, où la supériorité technologique se heurte à la volonté d'un peuple prêt à mourir pour sa cause? Et l'Iran, en acceptant la destruction de ses villes pour préserver son honneur, ne sacrifie-t-il pas exactement ce qu'il prétend protéger? Ce qui est certain, c'est que le monde qui émerge de cette semaine de feu ne ressemblera plus à celui d'avant. Les alliances ont été ébranlées. Les pays du Golfe, qui comptaient sur le parapluie américain, ont vu que ce parapluie avait des trous. La Chine et la Russie, qui ont observé le conflit de loin sans intervenir directement, ont recueilli une quantité inestimable de renseignements sur les capacités réelles de l'armée américaine face à une menace asymétrique. Les leçons de cette guerre seront étudiées pendant des décennies dans les académies militaires de Saint-Cyr, de West Point, de Frunze et de Sandhurst. Car cette confrontation a révélé une vérité inconfortable. La technologie la plus avancée du monde ne peut pas vaincre une doctrine qui intègre la mort comme variable acceptable. L'Amérique peut détruire n'importe quelle cible sur la planète, mais elle ne peut pas forcer un régime à céder si ce régime a calculé que la résistance, même au prix de 100 000 morts, vaut mieux que la soumission. Dans les rues de Téhéran, après le cessez-le-feu, des familles endeuillées enterraient leurs morts. Dans les rues de Norfolk en Virginie, des familles endeuillées attendaient les corps de leurs marins. La douleur est la même des deux côtés, qu'elles portent le drapeau étoilé ou le drapeau vert. Et c'est peut-être la seule chose que ces deux peuples ont en commun. Des mères qui pleurent, des pères qui se taisent, des enfants qui ne comprendront jamais pourquoi leur père ne rentrera plus. Les stratèges parleront de géopolitique, de contrôle du détroit, de programme nucléaire, de dissuasion. Mais sur les tombes fraîches de Bandar Abbas, comme sur celles d'Arlington, il n'y a que des noms et des dates, et le silence de ceux qui restent. Le détroit d'Ormuz, lui, est toujours là, silencieux, indifférent, couvert de mazout et de débris. Les courants emportent lentement les traces de la bataille, mais les cartes maritimes ont changé, les assurances ont triplé, et les capitaines de pétroliers savent désormais que chaque traversée peut être la dernière. L'ordre ancien, celui où les porte-avions américains régnaient sans partage sur les mers du monde, a pris un coup dont il ne se relèvera peut-être jamais complètement. Et l'Iran, meurtri mais debout, a prouvé ce que beaucoup refusaient d'admettre, qu'un pays pauvre, sanctionné, isolé, peut construire une machine de guerre capable de faire trembler la première puissance mondiale, non pas en la battant sur le terrain, mais en lui démontrant que la victoire, dans ce type de conflit, n'existe pas. La question n'est plus de savoir qui a gagné. La question est de savoir ce que le monde va faire de cette vérité brutale, maintenant qu'elle est étalée devant tous, dans le sang, le feu et le silence des diplomates.